le premier devoir, c'est une restauration doit être réversible. Qu'est-ce que la réversibilité? La réversibilité, ça veut dire que quand on intervient, ce que l'on fait doit pouvoir, par un autre restaurateur qui va intervenir dans 50 ans, 100 ans après nous, il va devoir avoir la possibilité de retirer tout ce que nous avons fait. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la réversibilité. Il doit pouvoir retirer tout ce qu'on a fait sans endommager l'œuvre. Alors, notre restauration ne doit pas être une falsification, c'est-à-dire on ne doit pas, si vous voulez, essayer de rendre l'objet, de donner une valeur à l'objet qu'il n'avait pas à l'origine. Et en même temps, toutes nos restaurations doivent être lisibles, c'est-à-dire quand on regarde un objet, on ne voit pas forcément la restauration, mais quand on se penche dessus, on doit lire qu'un objet a été restauré pour que plus tard, les gens qui vont intervenir dessus sachent où se trouvent nos propres restaurations. Donc notre restauration doit être, ça doit permettre de rendre un objet plus lisible, plus harmonieux, mais en même temps, notre restauration doit être, ne doit pas falsifier l'œuvre, c'est-à-dire on ne doit pas se substituer à la personne qui a créé l'œuvre. Donc notre restauration doit être quelque part lisible. Donc en fait dans une restauration, soit sur un revers par exemple de sculpture, quand on comble des lacunes, au revers on peut avoir un traitement différent, des choses comme ça. Ça nous va permettre plus tard de pouvoir lire l'œuvre. Lire l'œuvre dans son histoire, c'est-à-dire l'œuvre elle est née, elle a été restaurée et tout ça se lit sur l'objet lui-même. Donc en restauration, on utilise des matériaux et des techniques traditionnelles. C'est-à-dire, là, ce que je vais vous montrer sont des techniques, la dorure à la feuille, c'est des techniques qui existent depuis très longtemps. Et on réutilise ces techniques. On n'essaye pas d'innover et d'utiliser d'autres techniques. Par contre, en conservation, c'est un peu différent. Dans la stabilisation des objets, des choses comme ça, là, on peut être amené à utiliser des techniques beaucoup plus innovantes. Mais c'est pour stabiliser, pour traiter, pour des choses comme ça. Mais ça, c'est en conservation. En restauration, quand on intervient sur les couches picturales, on réutilise vraiment les techniques anciennes. Et enfin, on respecte l'intégrité de l'œuvre et de son histoire. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'histoire de l'œuvre reste lisible. Donc les grandes étapes donc, de la dorure et de la polychromie sur bois. Donc vous allez voir, toutes les premières étapes pour une dorure et pour une polychromie sont identiques. Donc on commence. Donc pourquoi est-ce qu'on est amené à intervenir sur une dorure ou une polychromie? C'est parce qu'elle s'est dégradée. En restauration, on essaye, comme je vous ai dit, quand on restaure, on dégrade un peu l'objet, malgré tout on le dégrade un peu. Donc ce qu'on essaye, c'est de restaurer au minimum. Donc en fait, on ne restaure un objet que pour le sauvegarder et pour lui donner une vie plus longue. Sinon, si l'objet n'est pas dégradé, s'il va pas se dégrader dans le temps, on le restaure pas. C'est la grande idée, on restaure le moins possible. Donc la grande cause de dégradation, donc on commence un objet, une polychromie ou une dorure se dégrade d'un aspect l'esthétique, c'est-à-dire le support, mais aussi parce que le support, c'est-à-dire le bois, s'est dégradé. Et le bois se dégrade dans la majorité des cas à cause des attaques d'insectes xylophages et de champignons qui sont la mérule. Alors là, c'est une petite vierge d'un retable d'une église de Tostat, de l'église Saint-Martin de Tostat. Et c'est en fait une vierge qui était dans un retable et elle est tombée du retable. Pourquoi? Parce que toute la partie bois, le support bois, a été attaqué par des insectes xylophages. Vous voyez, on voit sur la joue là, l'insecte, on voit le trou d'envol de l'insecte. Donc les insectes, ils rentrent, ils pondent, après ils partent, mais les larves qui sont à l'intérieur vont se développer et elles vont manger petit à petit tout le bois en faisant des galeries qui sont parallèles à la surface du bois. Et elle mange absolument tout. Donc là, le support bois avait perdu toute sa densité et en fait, la vierge est tombée
parce que le clou qui la retenait, en fait, tout autour du clou, c'était complètement mangé. Et en fait, la Vierge est tombée comme ça. Et donc, vous voyez, la tête s'est brisée. Alors là, ce que je vais faire, c'est que tout au long de mon exposé, je vais vous montrer une quinzaine d'objets. Ça va toujours être les mêmes et vous allez les voir au cours de leur restauration. Donc on sera à Tostat, dans le cœur de l'église Saint-Martin. Donc ça c'était, voilà, c'est l'église de Tostat. Et là, je suis intervenue sur des pilastres qui en fait sont situés, on les voit pas là, sont situés de part et d'autre des deux portes que vous voyez. Il y en a une ouverte, une fermée, ça c'est les portes qui mènent à la sacristie. Et donc de part et d'autre, vous verrez à la fin, on a ces deux pilastres qui avaient été déposés à un moment donné parce qu'il fallait restaurer le parquet du chœur. Donc ils avaient été déposés et mis en dépôt et ils se sont un peu abîmés. Donc là, c'est la même chose. La partie bois a été abîmée par les insectes xylophages et la mérule. La mérule, c'est un champignon qui se développe malheureusement beaucoup dans les églises parce que c'est un champignon qui se développe à l'ombre. Donc elle se développe derrière les retables, on les voit pas, on voit pas le champignon, et il se développe à l'ombre et à l'humidité. Donc derrière les parties en bois. Et c'est caché jusqu'à ce que tout d'un coup on voit la mérule apparaître, et c'est généralement trop tard parce que elle a rendu le bois complètement spongieux. Et le bois perd toute sa densité en fait quand il est attaqué par la mérule. Donc on est obligé d'intervenir avant de restaurer tout ce qui est finition, donc dorure et polychromie. On est obligé de d'abord restaurer le support. Donc là c'est aussi à Tostat, ça va être la restauration. Donc ça c'est les parties qui sont posées au-dessus des petits pilastres que vous voyez, des deux pilastres que vous voyez là. Au-dessus il y a une console en bois doré. Donc la même chose, vous voyez le dos. On ne voit pas, en fait, les supports bois perdent toute leur densité, toute leur structure, mais quand on regarde l'objet de face, on ne le voit pas forcément. En fait, souvent, on dit que les sculptures ne tiennent plus que par que grâce à leur couche picturale. C'est la couche picturale qui est finalement la plus solide par rapport au bois qui est derrière. Donc là, c'est la même chose, c'est une petite console qui est située dans le chœur. C'est la même chose qui s'était détachée. Elle a sa sœur jumelle là qui s'était détachée, qui était tombée. Donc il va falloir restaurer. Ça c'est un second hôtel qui est toujours à Tostat. C'est l'hôtel Nord, c'est l'hôtel Saint-Joseph. Et là c'est un hôtel qui a été restauré. On était un certain nombre de restaurateurs à travailler dessus. Et moi j'ai restauré ce vase-ci qui en fait à l'origine il est posé là, il était tombé. Il était là-dessus. Et là, vous voyez, ça c'est toute cette partie-ci, ça a été maçonné par le maçon du village, parce que en fait, tout s'était effondré. Et en fait, la colonne torse était descendue, donc ça a été maçonné pour retenir la colonne. Mais nous, on a tout démonté et restauré pièce par pièce, en fait. Et ça, c'est dû à la mérule. En fait, après les colonnes torses, c'est assez lourd. C'est une centaine de kilos, une colonne. Et donc la boiserie qui était en dessous, qui devait supporter, en fait est descendue, s'est effondrée. Toute la plainte qui était attaquée par la mérule et les insectes xylophages s'est affaissée en fait. Là vous verrez la restauration de cette petite corbeille de ce petit vase avec supporté par des fruits. Qui supporte des fruits, pardon. Et voilà. Donc une restauration, donc c'est restauration du support bois et après restauration des polychromies et des dorures. Et je vais passer en revue tout ce qu'il peut y avoir comme dégradation sur les polychromies et les dorures. Donc la première dégradation possible, c'est des restaurations, on va dire un peu des mauvaises restaurations, ou dans les églises c'est souvent aussi parce que on a voulu un peu entretenir. Et très souvent, on a repeint les dorures avec ce qu'on appelle de la bronzine. Vous devez tous connaître, peut-être pas le terme, mais la bronzine, c'est la peinture dorée qu'on vend en pot dans tous les magasins de bricolage. Et ça, c'est ce qu'on déteste le plus, nous les restaurateurs, parce qu'on nous en a mis partout pour combler toutes les petites trous de dorure. Et c'est très très difficile à retirer et ça abîme énormément les dorures.
Donc en fait, il faut surtout pas faire ça. Moi, j'ai vu ma maman mettre de la bronzine sur des cadres, mais il faut surtout pas le faire. Parce que c'est très difficile à retirer. Ce sont des longues heures et puis on n'arrive pas toujours à les dissoudre. C'est embêtant. Donc là, ce vase a été complètement... Alors à l'origine, il n'était pas doré, hein. Mais là, il y a quelqu'un qui s'en est donné à cœur joie et qui a donc redoré à la bronzine. Donc la partie fruits et puis les feuilles d'acanthe à la base du vase. Donc ça c'est après les insectes des isophages, c'est dans les restaurations de dorure, c'est ce qu'on trouve, et de polychromie, c'est ce qu'on trouve le plus, la bronzine. Donc ça vous verrez aussi ça c'est un très beau baromètre du XVIIIe siècle, d'époque Louis XVI. Donc qui a été restauré aussi, assez abîmé, avec de nombreuses lacunes de dorure et puis pas mal de bronzine aussi, un peu partout. Donc voici, là donc vous voyez, ce sont les petits aigles qui sont en haut, vous les verrez aussi tout au long de ce diaporama. Les deuxièmes causes de dégradation, c'est la dorure et les polychromies en fait qui sautent tout simplement, soit que l'objet est tombé, soit qu'il a été heurté, et puis au fil du temps, de temps en temps, ça se décroche. Donc vous voyez, toute cette partie-là est lacunaire, et là c'est la partie dorée qui est conservée. Donc les lacunes, on va les combler. Ça, ce sont des accroches pour les rideaux. Donc ça c'est un petit miroir qui a beaucoup souffert, qui va être restauré. Et qui avait été restauré il y a je sais pas quand, mais qui a été restauré à l'aide d'une espèce de pâte à bois, qui, je sais pas si vous voyez, mais en vieillissant, donc tout a été restauré, ça a été refait en pâte à bois, et en vieillissant, la pâte à bois s'est rétractée, et donc toutes ces stries là, c'est la pâte à bois qui s'est rétractée et qui a mal vieilli. Alors avant de commencer une restauration, on fait un constat d'état. C'est-à-dire on regarde notre objet et on se demande ce qui a pu se passer, ce qui est arrivé, pourquoi, et comment on va s'y prendre pour restaurer. Donc ça c'est la première chose que l'on fait. Donc on étudie notre objet, on le démonte. Donc là on revient à nos pilastres, on les a démontés, c'est-à-dire on a enlevé les plinthes, retirer les moulures pour pouvoir restaurer morceau par morceau en fait. Donc ça c'est une partie de la plinthe. Voilà. Et alors là, comme c'est pour une église, c'est un objet patrimonial, on travaille en concertation avec le conservateur des objets d'art du département ou de la région. Et comme le cœur de Tostat a été très transformé dans le temps, on se demandait juste quelle avait pu être l'évolution historique du cœur, qui a été beaucoup transformé au XIXe siècle. Et donc s'il y avait des traces de polychromie ancienne, parce qu'on savait que la polychromie qui apparaissait n'était pas la polychromie d'origine, donc comme on devait restaurer certains objets, on s'est juste demandé s'il y avait des polychromies anciennes. Donc on a fait ce qu'on appelle une petite fenêtre, c'est-à-dire j'ai dégagé la polychromie du 19e juste sur un petit espace pour voir s'il y avait des polychromies anciennes. Et là vous voyez, donc ça c'est la polychromie du 19e, une espèce de sang de bœuf, de vernis sang de bœuf. Et en dessous, en fait, ça recouvre un faux marbre qui était polychrome. Mais là, comme il s'agissait juste de restaurer des pilastres, juste les pilastres et non de restaurer l'entièreté du chœur, c'était juste de faire une petite fenêtre et après de la recouvrir. Donc on a retrouvé cette polychromie. Ça c'est la plinthe et ça c'est la polychromie qui est sur le fût du pilastre. Donc c'est un autre faux marbre, mais sur fond rouge et non sur fond bleu. Et après, cette petite fenêtre-là, elle a été refermée. Donc j'ai refait un petit vernis dessus sang de bœuf.
Donc, une fois qu'on a restauré les bois, alors les bois, ils sont restaurés quand ils sont comme ça très abîmés. On peut les restaurer par imprégnation, c'est-à-dire qu'on infiltre une résine pour redurcir le bois. C'est des résines, soit des résines époxydes, qui sont des résines très dures. Ça, c'est quand la restauration doit être structurelle. Donc, sur un pilastre qui supporte un objet, évidemment, il faut que notre consolidation soit très forte, que le bois retrouve toute sa dureté. Donc, on utilise des résines époxydes. Si c'est sur une sculpture qui est juste posée comme ça, et la sculpture ne supporte pas de poids, on peut utiliser aussi des résines acryliques, qui sont des paralloïdes, qu'on injecte aussi dans le bois. Ça redonne une densité au bois, mais le bois ne retrouve pas toute sa densité. Alors ça, on choisit en fait en fonction de ce qu'on a à restaurer. Si c'est une petite sculpture comme ça qui ne supporte rien, on va privilégier les résines acryliques qui sont moins invasives. Si c'est un pilastre comme tout à l'heure, on va privilégier les résines époxydes qui sont plus invasives, mais qui redonnent au bois toute sa densité, et le pilastre va pouvoir resupporter. Le pilastre supporte la console qui est dessus, ainsi que des sculptures ou des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment le choix en fonction de ce que va être l'objet. Donc une fois qu'on a restauré le support bois, on passe tout ce qui est nettoyage. Donc vous voyez, ça c'est notre vase de tout à l'heure. Donc la corbeille les fruits, je sais pas pourquoi je dis corbeille, les fruits, on a retiré j'ai retiré toute la dorure, et ainsi que la polychromie un peu rose qu'il y avait sur le fût du vase. Et on a retrouvé des traces de polychromie ancienne, mais vraiment que des traces. Donc vous voyez, les fruits en haut devaient être dans un ton un peu vert, et le fût du vase dans un ton un peu jaune. Mais là, c'était trop mal documenté. Donc la restauration finale, au final, les polychromies vont pas reprendre. On n'avait pas assez de traces de polychromie pour reprendre les polychromies anciennes, en fait. Donc là, c'est ça, élimination de la bronzine et des repeints. Alors là, ce vase, il a dû être dupliqué. Il nous restait un vase, et en fait sur le retable, il y avait un vase à droite et un vase à gauche. Donc on est amené en restauration aussi à dupliquer les objets tant qu'on a un modèle existant. Donc on repart sur une base historique, si vous voulez, c'est-à-dire on sait qu'il y avait deux vases et on sait qu'ils se ressemblaient forcément, donc on peut se permettre de dupliquer. Quand on n'a pas de documents anciens ou d'objets à dupliquer, on ne recrée pas. Mais là, on s'est permis de le faire parce qu'on avait un vase qui existait, et on savait que en parallèle, le deuxième vase devait ressembler. Donc voilà. J'ai été amenée à refaire le vase. Donc là, c'est le tournage du vase. Donc la masse qui est en haut, c'est la masse qui va servir à sculpter donc cette masse-ci. Là, les fruits vont être sculptés là. Et là, c'est la partie vase. Et on laisse là ce bourrelet-là, ça va être le bourrelet dans lequel vont être sculptées les feuilles d'acanthe à la base du vase. Voilà, donc là, c'est en cours de sculpture. Donc là, c'est notre vase ancien qui a été passé, je vous expliquerai plus tard, ça c'est la restauration a un petit peu avancé. Et là, c'est le nouveau vase qui est en train d'être sculpté. Donc vous voyez là, la corbeille, la partie fruits est à peu près finie, et il reste les acanthes à sculpter en dessous. Donc voilà, là c'est fini. Donc le vase ancien a reçu les apprêts blancs, mais le vase moderne non. Voilà, donc il faut aussi, une fois qu'on a consolidé les bois, on reprend ce qu'on appelle les lacunes, c'est-à-dire tous les morceaux qui manquent. Donc on peut les reprendre en bois en posant ce qu'on appelle des flipeaux dans le jargon d'atelier. Donc c'est tous les petits morceaux de bois que l'on remet. Donc on dresse des champs au rabot, et puis on vient coller un morceau de bois pour combler les trous. Voilà. Donc les lacunes peuvent être reprises en bois, comme ici. Donc on utilise le même bois que le bois d'origine. Donc là c'est du tilleul. Voilà, ça c'était des morceaux de plinthe qui ont été refaits, des morceaux de moulure. Ou on peut reprendre les lacunes à la résine.
Alors, pourquoi est-ce qu'on les reprend à la résine? C'est qu'en fait, quand on reprend une lacune, quand on la reprend en bois, en fait, pour pouvoir coller notre morceau de bois, il faut qu'on dresse un champ pour pouvoir coller. On dresse le bois pour pouvoir coller notre morceau moderne, en fait. Donc, on est obligé, avec notre outil, si on veut, oui, d'attaquer, de supprimer un peu de bois ancien. Donc, comme je vous ai dit, comme on essaye de faire des restaurations minimalistes, ça nous gêne un peu. Donc, on a été amené à restaurer aussi, au lieu d'utiliser du bois, d'utiliser ce qu'on appelle une résine époxyde. C'est une résine qui est malléable et qui durcit. Au début, c'est un peu comme de la pâte à modeler et ça durcit. Ce qui nous permet en fait de plaquer notre résine époxyde sans toucher du tout au bois ancien. Donc là, vous voyez, on a la partie qui avait été abîmée. Donc vous voyez, elle est complètement irrégulière. Tandis que si j'avais utilisé un morceau de bois, j'aurais dû passer au ciseau, tout aligner et puis venir coller un morceau de bois. Donc, alors ça, on réfléchit en fait. Quand c'est des trop gros morceaux, on utilise du bois parce que la résine, c'est quand même un petit peu différent. Mais quand on a des petits morceaux à faire comme ça, on privilégie énormément les résines, ce qui permet de moins attaquer l'œuvre. Et on peut aussi être amené, alors là, on a utilisé les deux méthodes, c'est-à-dire, j'ai découpé une partie en bois, je l'ai un peu mise en forme dans du bois, et après, pour la coller, au lieu de venir araser l'objet ancien pour pouvoir coller mon bois, j'ai mis en forme, mais j'ai fait une forme assez grossière, et pour la partie intermédiaire entre le bois moderne et le bois ancien, j'ai comblé avec une résine, la même résine époxyde. Donc ça, c'est une méthode, vous voyez, donc là il y a du bois, il y a de la résine, il y a de la résine, il y a du bois et il y a de la résine. Voilà. Donc, ça permet là aussi au minimum à... Ça, c'est les petites consoles que vous avez vues au début. Donc là, c'est la même chose, il y a un morceau de bois et puis on voit la résine qui vient combler le lit. Voilà. Voilà. Donc une fois qu'on a restauré nos supports, on vient poser les apprêts. Alors les apprêts, c'est ce qui vient, c'est ce qui va recevoir la dorure ou la polychromie. Alors un apprêt, c'est un mélange de colle de peau de lapin. Donc la colle de peau de lapin, c'est une colle animale, donc qui est sous forme de gélatine. Donc vous pourrez voir après, comme ça, qui se chauffe donc au bain-marie. C'est pour ça que j'ai un bain-marie allumé depuis tout à l'heure, qui devient liquide et qu'on mélange avec du blanc de meudon. Les apprêts permettent de masquer les défauts du bois, masquer le veinage, masquer les imperfections, et ça permet aussi de contrecarrer un petit peu les variations du bois, parce que vous savez que le bois, c'est un matériau qui bouge avec l'hygrométrie, et les apprêts vont moins bouger. Donc les apprêts servent de support, et la polychromie et la dorure qui vont être posées dessus vont être moins susceptibles de varier. Voilà, donc on pose les apprêts pour avoir une surface complètement lisse, et pour pouvoir protéger, et ça permet aussi de protéger la dorure. L'apprêt, on appelle des apprêts parce que ça vient du terme apprêter, mais comme on dit toujours, les apprêts viennent avant. Mais ça vient du mot, du verbe apprêter en fait. On apprête l'objet pour recevoir une dorure ou une polychromie. Donc les apprêts c'est donc le mélange de blanc de meudon et de colle de peau de lapin. On appelle ça des blancs. Alors l'étape, c'est sur le bois, on encolle le bois, c'est-à-dire on passe une couche de colle de lapin pur. Après on met un demi blanc
et après on met des couches et des couches de blanc. Le blanc, c'est quand c'est chauffé, je vais le mettre à chauffer, ça devient complètement liquide et on le pose au pinceau. Et pour avoir une épaisseur adéquate, il faut donc l'encollage, le demi-blanc et que tout est séché et ce soit bien figé. Donc on attend, en fait on fait ça sur plusieurs jours. Donc là c'est la même chose, vous voyez. Donc on respecte toutes les parties non abîmées, on les conserve et on vient travailler entre les parties abîmées. Ça c'est un pied de console. Donc console en bois doré. Là c'est la même chose, c'est la base de la console avec une petite casserolette. Au centre c'est une console du 19e qui imite une imitation d'une console Louis XVI. Là, ça c'est le petit nœud de devant. Donc vous voyez, toujours la même chose. On reprend que les parties abîmées en restauration. Là, ça c'est notre baromètre avec l'aigle. Voilà. Voilà. Et alors, quand il y a des trop grosses lacunes, c'est-à-dire qu'il faudrait non pas passer 6 à 10 couches, mais 30 couches de blanc pour réussir à obtenir l'épaisseur nécessaire, on met ce qu'on appelle du gros blanc. C'est du blanc beaucoup plus chargé en blanc de meudon, qui forme une espèce de pâte et qu'on vient appliquer un peu comme une résine. Sauf qu'on la fait chauffer dans notre main, parce que c'est toujours posé à chaud tout ça. On la fait chauffer dans notre main et on vient l'appliquer comme ça. Et c'est pour ça que le poitrail, je ne sais pas si on dit ça, de l'oiseau, vous voyez, il y a comme des petits coups de spatule. Voilà, c'est le gros blanc qui a été apposé. Et après, on va venir le retravailler à la gouge et au fer à reparer pour redonner la forme. Voilà, donc pour les parties polychromes, c'est la même chose. On a restauré notre partie bois et après, on vient poser des apprêts. C'est exactement les mêmes étapes que pour la dorure. Donc à chaque fois qu'il y a un petit manque, on pose les apprêts. Voilà, ça c'est la base des pilastres. Donc ils ont été remontés, les plinthes ont été recollées. Et on pose les apprêts sur les parties lacunaires. Donc en dessous, c'est le bois qui a été restauré. Voilà. Ça c'est nos consoles. Donc sur celle-ci, il manquait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une des deux consoles, il manquait la partie basse. Alors comme elle avait une console jumelle et qu'on savait qu'en dessous il y avait deux volutes qui affrontaient comme ça et une petite feuille d'acanthe, on a pu refaire la sculpture. S'il n'y avait pas eu de modèle, on n'aurait pas refait cette partie-ci. Parce que comme il s'agit d'éléments patrimoniaux, on aurait laissé comme ça. On n'aurait pas refait de la partie basse, on n'aurait pas refait la partie sculptée en bas. Donc ça c'est la sœur jumelle. Donc on s'est inspiré de cette partie-ci pour l'autre. En sachant que autrefois, je ne sais pas si vous voyez, mais elles sont jumelles mais pas identiques. Donc en fait on s'adapte, on s'inspire. Et puis on fait quelque chose qui rentre parce qu'en fait si on copiait complètement ça pourrait pas fonctionner. Donc on s'adapte à l'objet. Et là c'est la même chose. Donc vous voyez là les apprêts ils vont servir pour les parties dorées parce que toute cette partie va être dorée, mais ils servent aussi pour les parties polychromes. Donc le fond marbre c'est exactement la même préparation. Donc une fois qu'on a posé nos couches d'après, il faut les polir. Donc on les ponce très très finement pour avoir vraiment une surface très très lisse. Ce qui est aussi encore plus important en dorure parce qu'en dorure, la feuille d'or va révéler toutes les petites imperfections en fait. Très souvent, on a l'impression d'avoir très bien travaillé, on pose notre feuille d'or et on se dit « Ah, zut !» La feuille d'or révèle vraiment toutes les petites imperfections. Donc la partie polissage, adoucissage, c'est vraiment la partie très très longue et très très fastidieuse. Donc on utilise différents grains de papier à poncer.
On finit à la prêle. Ce qui est la prêle, vous en avez peut-être dans votre jardin, c'est une plante qui a besoin d'eau et qui a été utilisée autrefois aussi depuis le XVIIe siècle et qui a une structure un peu striée. On plonge dans l'eau et en fait ça nous sert de papier à poncer naturel et comme on l'utilise humide, ça permet aussi de liquéfier très légèrement la surface du blanc et de bien la lisser en fait, de l'adoucir, ce qu'on appelle. Voilà. Donc ça c'est la partie un peu fastidieuse et assez longue parce qu'il faut lisser toutes les parties sculptées, toutes les parties voilà. Et une fois qu'on a on a bien lissé le tout, on fait la reparure. Alors, en fait, quand vous allez poser successivement vos couches de blanc, vous les tapotez. En fait, avec votre pinceau, vous tapotez les sculptures pour essayer de pas remplir les parties en creux. Mais naturellement, en fait, les creux se remplissent. Même en tapotant, les creux se remplissent. Donc, la sculpture, elle est un peu, elle est venue un petit peu molle. Pour réveiller en fait la sculpture, on va faire ce qu'on appelle la reparure. C'est-à-dire qu'avec des fers à reparer, donc des outils un peu comme les gouges de sculpteur, mais que l'on tire plutôt que les pousser, on va revenir réveiller les sculptures. C'est-à-dire on va revenir mettre des petits coups sur tous les... On va recreuser tous les fonds qui étaient autrefois creusés. Et même, on va venir faire des détails qui n'avaient pas été sculptés dans le bois parce que le sculpteur savait que ça allait être doré, que ces détails allaient disparaître. Et donc, c'est la personne qui va faire la reparure qui va elle-même créer les détails. Donc, tout ce qui est, vous voyez, les petites plumes, c'est c'était pas indiqué sur le bois, mais c'est la reparure qui va donner d'autres détails. C'est pour ça qu'au 19e, il y a eu une mode. On a, je crois, 19e, début 20e, on a, sur des boiseries anciennes, on a voulu les remettre au naturel et on les a complètement décapées. Et c'est très dommage parce qu'on a perdu tout ce qui était reparure, c'est-à-dire on a perdu des détails qui sont définitivement perdus parce que le repareur en fait avait donné des détails dans les sculptures des boiseries qui n'existent pas dans le bois, qui n'existent que dans la reparure. Donc ça c'est notre petit aigle qui revit petit à petit. Nos deux petits aigles d'ailleurs. Voilà. Ça c'est le miroir. Donc là, la partie haute a été refaite en bois. Et donc là, passée au blanc. Et là, la reparure est terminée aussi. Donc, une fois qu'on a terminé la reparure, on va commencer là. À partir de maintenant, la dorure et polychromie, ça va pas être tout à fait les mêmes étapes. Donc là, on va partir sur une dorure. Notre baromètre là est entièrement doré. Donc la première chose que l'on fait, une fois qu'on a fait la reparure, on va passer une couche d'ocre dans les fonds pour que quand on va poser la feuille d'or et qu'il va y avoir des petits manques sur les fonds surtout parce que la feuille d'or on va la plisser mais en séchant elle va un petit peu elle peut pas s'appliquer sur tous les creux en fait. On passe un ocre jaune pour que les creux à l'œil n'apparaissent pas trop. Ça a un peu la couleur de l'or et ça permet de moins voir les petits défauts de la dorure. Donc on passe un ocre jaune et puis après on passe un coup d'éponge et on enlève tout l'ocre qui est sur les faces, les parties bombées des sculptures. Donc là c'est l'ocre jaune parce que les parties bombées elles vont être passées au bol d'Arménie, ce qu'on appelle une assiette. Alors l'assiette c'est un mélange de terre qui a été très finement pilé, très peu d'huile et de la colle de peau de lapin toujours. Et c'est ce qui va permettre cette préparation
qui va permettre de brunir la feuille d'or, c'est-à-dire d'écraser la feuille d'or sur son support. On ne peut pas brunir une feuille d'or s'il n'y a pas ce bol d'Arménie. Et puis la couleur du bol d'Arménie en fait donne une certaine chaleur à la feuille d'or. Alors donc bol d'Arménie ou assiette, c'est l'assiette rouge, on appelle le bol d'Arménie, mais les assiettes elles peuvent être, pour les feuilles d'argent, on faisait des assiettes qui pouvaient être bleu foncé ou noir également, sous Napoléon III. Il y a eu des assiettes noires, mais la plupart du temps c'est des assiettes rouges qu'on voit très souvent sur des dorures un peu usées. C'est sur des objets dorés un peu usés, c'est pour ça qu'ils ont un teint un peu plus rouge. C'est le bol d'Arménie apparaît en transparence. Donc voilà, ça ce sont nos consoles. Donc bol d'Arménie, c'est la même chose. Et après, sur ce bol d'Arménie, on va poser la feuille d'or. Donc là, c'est la même chose. La feuille d'or n'est déposée qu'aux endroits lacunaires. On ne redore pas sur une dorure ancienne. On laisse la dorure ancienne telle qu'elle est, même si on la nettoie, mais même si elle est un peu ternie, c'est pas grave, on la laisse. Parce que ça fait partie de l'histoire de l'objet. Ça, c'est la pose de la feuille d'or. Après, on la laisse sécher, elle va tirer pendant toute une nuit. Et on va, une fois qu'elle est bien sèche, qu'elle a bien tiré, en fait, on vient au pinceau, on enlève toutes les petites... vous voyez, on voit qu'il y a les débords de la feuille d'or en trop, là. On vient au pinceau enlever tout ça. Et on vient brunir, c'est-à-dire avec une pierre d'agate, on aplatit la feuille d'or sur le bol d'Arménie, ce qui va permettre de la rendre plus brillante. Et après, enfin, comme vous voyez, quand on pose la feuille d'or, en fait, vous voyez, il y a une grande différence entre la feuille d'or moderne, en fait, et la feuille d'or ancienne. Donc ça, évidemment, on ne va pas laisser ça comme ça, et on va venir patiner. Donc on va venir user la feuille d'or. Vous voyez, là c'est toute cette partie-ci qui a été redorée. Et il fallait qu'elle s'harmonise avec les parties anciennes. Donc on use la feuille d'or avec un peu de pierre ponce. 000, c'est une poudre de ponce qu'on vient frotter à l'aide d'un coton. Donc on use artificiellement notre feuille d'or. Et avec des jus d'aquarelle, on réharmonise on fait un raccord de teinte, on réharmonise la couleur. Donc ça c'est nos attaches pour les rideaux. Alors là c'est pour la polychromie. Donc la polychromie, vous vous souvenez, on part des couches de blanc. Sur le blanc, on va venir poser notre polychromie. Alors, polychromie, c'est la partie colorée, si vous voulez. Et dessus, il va y avoir une finition qui peut être cirée, brunie, vernie. Donc il faut faire attention. Là, c'est juste la polychromie qui a été rajoutée. Mais vous voyez, il manque une étape, ça va être verni après. Donc ça, il faut faire attention. Quand on fait les raccords de teinte, c'est que il faut bien tenir compte du changement d'aspect que va entraîner la finition. Donc sur une polychromie, c'est soit de la cire, donc je vous ai dit cire, des vernis, des gommes lac, donc des vernis gomme lac. Donc voilà, là c'est la partie. On a rajouté ce rouge. Voilà, donc là c'est notre console. Donc les parties passées au bol d'Arménie qui vont être dorées et la reprise petit à petit, les reprises, là il y avait le côté là en vert, ou ce côté là, non c'était ce côté-ci, en vert, les rouges et les blancs des faux marbres. Voilà, donc là ils ont été reposés dans le cœur de Tostat. Voilà, ça c'est la deuxième petite console. Ça c'est le pilastre. Donc vous voyez, il a été reposé à l'entrée de la porte de la sacristie. On le voit là. Donc ça c'est le pilastre restauré. Donc il est reposé. Et là c'est la console que vous avez vue. Puis au-dessus c'est des feuilles de palme. Voilà. Et ça c'est le cœur achevé. Et voilà.
Donc, j'espère que j'ai pas été trop confuse, que vous avez, voilà. Et combien de temps a duré la restauration? Alors, sur les objets du cœur de Tostade, je me souviens plus. Ces objets-là, je travaillais seule. Et je sais pas, il y avait en fait combien d'objets? Il y avait les deux pilastres, 2 consoles et 2 palmes et les 2 consoles à refaire. Donc il y avait ces deux consoles-là, les 2 pilastres et puis les consoles et les feuilles de palme. Et je sais plus, il y a 1 mois et demi de restauration. Donc c'est relativement long quand même. Ça je l'ai fait seule, oui. Pas l'hôtel Saint-Joseph que vous avez vu qui était très abîmé. Là j'avais fait que la partie ébénisterie dans les boiseries. Donc c'était refaire les boiseries en bas qui étaient tellement mangées qu'on n'a pas pu les sauver. En fait, on les prenait, on les retirait du mur, elles s'effondraient dans nos mains. Donc elles ont été refaites en ébénisterie entièrement. Donc ces boiseries-là. Moi j'ai refait toutes ces boiseries là et juste ce vase. Donc les vases ils allaient là-haut. Voilà. C'est un projet qui a été très long et il y a 3 restaurateurs qui sont intervenus. Mais là, il était vraiment en très très mauvais état. En général, c'est en meilleur état. Là, c'était vraiment... Vous voyez, tout s'effondre. C'était devenu un peu dangereux. Vous avez un atelier d'ébénisterie chez vous ou vous travaillez chez un ébéniste? Non, moi je travaille chez moi. J'ai mon... Tout ce que le vase tourné et tout ça? Alors, le tournage, en fait, comme il fallait un très gros tour, j'avais été chez un tourneur. J'ai un petit tour à la maison, mais là il fallait vraiment un gros tour, donc j'ai été chez un tourneur qui est du côté de Rabastens. Et il m'avait un peu aidé aussi parce que j'étais impressionnée. Quand ça commence à tourner, c'est ouf. C'est ouais. Puis quand on n'a pas les outils, oui c'est ça, on demande à droite à gauche. Mais sur des gros retables, souvent il y a plusieurs restaurateurs qui travaillent parce que ça, voilà. J'ai le temps de vous montrer un peu de la gélatine animale. Donc on fait bouillir des peaux de lapin et en fait c'est les protéines animales qui vont donner faire office de, c'est les liaisons protéiniques qui font office de colle. Donc c'est une gélatine et on faisait des plaques comme ça et on les laissait sécher sur des grandes claies. Et c'était vendu sous cette forme-là. Ce qui n'est actuellement, c'est vendu en poudre. Les ébénistes, les anciens doreurs disent que ça a beaucoup perdu en qualité. Ça, je ne sais pas. Mais donc, on les achète plus en poudre maintenant. Ils me disent que la peau de lapin, il n'y a pas la peau d'autres animaux? Alors, en principe, c'est que des peaux de lapin. Et il semblerait que maintenant, alors, je ne sais pas si c'est vrai, qu'on utilise pas que du lapin, mais ce sont des cols de peau. Voilà. Sinon en ébénisterie, on peut utiliser des cols de nerfs et d'os. Les cols traditionnels, c'est des cols protéiniques en fait. Et cols de poisson. Voilà. Donc cette colle de peau de lapin, on va la dissoudre dans l'eau et on va la faire chauffer. Donc là, elle a été préparée. Donc on passe de ce stade à ce stade. Là, elle a été dissoute dans l'eau. Et elle a été chauffée à 60 degrés, donc elle fond. Et après, elle permet de faire cette gélatine. Et c'est cette gélatine qu'on va utiliser. Vous voyez, c'est très gélatineux. Voilà. Et cette gélatine, on va la faire chauffer et on va la rendre complètement liquide. Là, ça, c'est de la colle... je vais éteindre parce que ça va être trop chaud pour moi tout à l'heure. Ça, c'est de la colle... ça, c'est la colle qui est encore... C'est cette colle-ci, mais avec de l'eau en plus, diluée, pour pouvoir poser la feuille d'or. Ce que je ferai tout à l'heure, je vais l'enlever parce que c'est un peu trop chauffé. Donc c'est à partir de cette colle qu'on va faire cette colle va être utilisée pour toutes les étapes d'une dorure ou d'une polychromie. Donc on part de cette colle. Dans cette colle, on peut ajouter du blanc de meudon. Donc ça c'est le carbonate de calcium.
Et on dit toujours qu'on part du plus chargé en colle au moins chargé en colle. C'est-à-dire que notre encollage, il est ici, c'est la colle pure. Le demi-blanc, c'est du blanc de meudon en faible proportion dans de la colle liquide. Voilà. Du blanc, c'est ceci. Alors là, il n'a pas fondu, là, il est fondu. Vous voyez, on le pose à chaud avec un pinceau comme celui-ci et on vient tapoter comme ça. Et on vient faire, petit à petit, on vient faire nos blancs et on les monte comme ça. Au fur et à mesure, première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, cinquième couche. Quand séchage, c'est un bon 2 heures. Il faut bien attendre 2 heures. Voilà. Et dernière étape, quand on a des grosses lacunes, c'est ce dont je vous parlais, c'est du gros blanc. Donc ce gros blanc, c'est comme une pâte à modeler. En fait, c'est de la gélatine, mais très chargée en blanc de meudon, et qui en fait, si je le laisse dans ma main, il va devenir, là il est froid, il va se réchauffer, et on va pouvoir avec une spatule, on vient l'appliquer sur la sculpture. Donc ça, c'est le blanc. Donc voilà, du moins chargé en colle, du plus chargé en colle au moins chargé en colle, on arrive au blanc, Après, on fait tout ce qui est adoucissage et ponçage, donc avec différents papiers de verre et ce qu'on appelle la prêle, c'est ça. Alors en fait, on les utilise pas comme ça, on les humidifie pendant toute la nuit et après. Vous entendez ça? Ça ponce. Mais on le fait, on l'utilise mouillé parce que ça, le fait en fait de mouiller vous voyez, si je mouille mon doigt, ça va un peu liquéfier le blanc et ça permet de bien lisser. Voilà. Une fois qu'on a tout bien lissé, ce qui est très très long, ce qui est très très fastidieux, ce qui n'est pas le plus intéressant. On vient poser, donc là on est en dorure, on vient poser l'ocre. Donc l'ocre c'est la même chose, c'est pas la même chose. C'est un pigment qui a été hydraté et que l'on mélange avec de la colle. Enfin de la colle, comme je vous ai dit, du plus chargé en colle au moins chargé en colle. Là on va passer à des demi-colles, c'est-à-dire on va mettre plus d'eau dans notre colle. Ça c'est parce que si on met trop de colle, on met plus chargé en colle sur du moins chargé en colle, en fait il va y avoir des problèmes d'adhérence. Pas maintenant, mais dans plusieurs années, en fait tout va se décoller et donc comment vous faites les proportions de plus chargé à moins chargé? On pèse. Ah, vous pesez. Voilà, je pèse pour faire ma colle, je pèse. C'est 10 grammes de colle pour 100 grammes d'eau. Et après, je pèse mon blanc. Et voilà. Par contre, on hydrate les pigments avec un peu d'eau pour hydrater le pigment. Et après, ma demi-colle, ça c'est vraiment, je prends moitié eau, moitié colle préparée. Et donc là, je vous ai fait un petit fond. Donc, si je le mets au bain-marie, en fait, ça va devenir liquide. Et c'est ça que je vais poser au pinceau. Je vais poser mon jaune, mon ocre, et après avec une éponge mouillée, je viens essuyer pour laisser en fait tous les sommets sans ocre sur lequel je vais venir poser mon bol d'Arménie. Le bol d'Arménie, donc c'est une préparation avec de la terre qui est pilée, un petit peu d'huile et de la colle, toujours la colle de peau de lapin. Là, il y a 3 couches de bol d'Arménie. Donc ça aussi, je le mets à fondre. Il devient liquide. À chaque fois, je fais fondre au bain-marie. Et avec un pinceau à poil long, chaque fois on change de pinceau, on vient la poser. Et vous voyez, il reste que sur les sommets. Voilà. Après, je vous ferai une démonstration tout à l'heure si ça fonctionne, parce que sinon ma feuille, je ne sais pas si ma feuille va pas s'envoler. Donc sur le bol d'Arménie, on repasse le bol d'Arménie pour bien le lisser. On passe un peu, là j'ai pas amené, à la petite laine de verre 000. Et après, donc ça c'est le lendemain, et on vient passer au chien. Alors mon chien il est un peu abîmé, je me suis aperçue de ça. C'est un pinceau de la Marthe, je sais plus, non, c'est des poils très très durs. Et on vient frotter pour adoucir. Donc là on est bon. Là on va pouvoir dégraisser avec un peu d'alcool et poser notre feuille d'or
sur notre bol d'harmonie. Donc là, c'est une feuille d'or qui a été posée, là, je ne sais pas si vous verrez la différence, mais là, c'est une feuille d'or pure posée comme ça, sans retouche, sans rien, et elle n'a pas été brunie. Une fois qu'on a posé notre feuille d'or, on la brunit. Donc je vous le ferai passer, mais elle est un peu plus brillante. Et après, quand c'est sur une restauration, alors quand c'est pas une restauration, c'est un objet neuf, on laisse comme ça, mais quand c'est une restauration, on fait une patine. Et je sais pas, donc on vient avec de la ponce. Ça c'est de la ponce 000. Donc c'est en fait c'est vraiment de la poudre. Hein. On la pose sur un coton et on vient frotter avec un coton. On frotte et on abîme notre belle dorure pour qu'elle s'harmonise avec la dorure à côté. Et après on passe alors ça c'est chacun son. Ça c'est ce qu'on appelle une poussière. C'est de la patine. Donc là, il y a quoi? Il y a un peu de cendre, un peu de poudre d'ocre, un peu de... On la pose au pinceau, on prend notre brosse à patine, on enlève un peu, on inhale un peu, on fait toutes sortes de choses. À la patine, c'est un peu au gré de nos envies. Et enfin, on fait des jus d'aquarelle pour vraiment venir harmoniser la couleur de notre feuille d'or avec la dorure ancienne. Voilà. Sur les polychromies, en fait, on arrive à cette étape-là, et après, en fait, c'est comme si c'était c'est exactement la même méthode, c'est-à-dire, sauf que c'est toutes sortes de couleurs. Donc là, j'ai du rouge, du vert, enfin, toutes les couleurs de pigments qu'on vient aussi hydrater, mélanger avec de la colle de peau de lapin. Alors par contre, là, on peut rajouter la charge, on peut rajouter du blanc de meudon pour opacifier, ça sert de charge. Par contre, on aura des couleurs moins vives. Plus on met de charge, plus la couleur est affadie. Mais toutes les carnations des angelots, il y a une charge dedans. Voilà. Alors, je vais essayer de vous faire une démonstration. Alors, vous allez arrêter de respirer, moi aussi. Voilà. Une question. À l'origine de création des statues, des mobiliers dorés, etc., la dorure donc, a été vraiment dorée, brillante. Oui. Alors pourquoi aujourd'hui, quand on restaure, on ne redore pas brillant au lieu de s'embêter à essayer de... Alors, en fait, ça c'est... Alors, de temps en temps, alors sur les objets, là, si vous parlez d'un particulier, un particulier peut très bien vous demander une restauration neuve. Il peut très bien vous donner un cadre et vous dire, vous enlevez toute la dorure et vous recommencez une dorure à neuf. On peut le faire, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on parle d'objets patrimoniaux, pour restaurer des objets patrimoniaux, le restaurateur en principe ne prend pas d'initiative, il propose et c'est le conservateur du patrimoine qui prend sa décision. Mais dans les objets patrimoniaux, en fait, c'est ce que je vous disais, on essaye de respecter l'histoire de l'objet. C'est-à-dire, oui, l'objet, quand il a été doré au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, il était très vif et éclatant. Mais 2 siècles, 3 siècles sont passés et l'objet a vécu. Et en général, alors il y a des restaurations assez clinquantes, hein, plus que d'autres. La cour de Versailles, elle est... ça dépote. Mais ça, ce sont les conservateurs hein, qui, je pense que pour Versailles, c'est beaucoup de conservateurs qui se sont réunis. Mais on peut choisir de ne. C'est toujours le même problème. Est-ce que c'est une falsification? Est-ce que c'est pas une falsification? Est-ce qu'on respecte le passage du temps? Est-ce qu'on le respecte pas? Qu'est-ce qu'on veut faire dire à l'objet? Qu'est-ce qu'on veut pas lui faire? Ça c'est. Mais pour un particulier, c'est juste entre le particulier et le restaurateur. Quand on visite une église, quand on visite une église, en principe, c'est le choix du conservateur du patrimoine. C'est pas le choix du restaurateur en général. Donc aujourd'hui, dans le département, on ne peut pas voir, j'allais dire, une église, par exemple, à l'identique
Dans le département, actuellement, le département, et après ça remonte à la région, donc c'est les conservateurs du département et à Toulouse. Généralement, moi, d'après ce que j'ai pu voir, c'est pas des restaurations, c'est des restaurations qui respectent beaucoup l'historique de l'objet. C'est-à-dire on va pas faire des restaurations clinquantes. Enfin moi les restaurations que j'ai faites, c'est on respectait beaucoup l'histoire du. Mais ça dépend en fait. Ça demande beaucoup plus de travail. Je sais pas, oui, non, plus de. Il y a la partie patine, si vous voulez. Mais en même temps, non, parce que si vous voulez, sur une dorure, s'il fallait reprendre toute la dorure, vous auriez beaucoup plus de feuilles d'or, vous auriez beaucoup plus de temps à passer à dorer, vous voyez. Tandis que si je restaure je restaure que les parties très abîmées, si mon œuvre, je veux lui rendre sa lisibilité, c'est-à-dire, je ne restaure que les grosses lacunes. Donc je lui rends sa lisibilité, à l'œil c'est plus harmonieux. Il y a des parties que je ne vais pas restaurer. Donc je ne sais pas si le prix, je suis pas. Le prix c'est pas forcément la raison. Je pense que c'est beaucoup plus voilà, c'est un état d'esprit un petit peu. Oui. J'ai une question, vous parlez de restaurer, mais est-ce que vous traitez aussi avant les maladies? Oui, ça c'est là tout ce qui est conservation. Donc les insectes xylophages, oui, si c'est encore infesté. Seulement ce que vous restaurez ou l'ensemble? L'ensemble. Oui. C'est sur les retables, la mérule c'est compliqué, mais on la traite. Oui, parce que en fait ça c'est la partie conservation. On arrête, on stabilise l'objet en fait. On arrête sa dégradation. Et c'est pour ça que dans certaines églises où il n'y a pas les financements nécessaires, on fait que de la conservation. On peut être amené à ne faire que de la conservation. C'est-à-dire, on arrête la dégradation et on se dit dans 100 ans, ils pourront restaurer. Ils auront les financements. Ou pas. Oui. J'ai une question, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Le polychrome, en fait, c'est une couche de quoi? Quand tu as dit que, bon, j'ai bien compris en fait tout le processus dorure, oui. Mais sur la partie polychrome, oui. Une fois qu'il y a l'après de fait oui, une fois qu'on est à l'après, voilà. Le polychrome, c'est quoi? C'est une couche de... Donc la polychromie, c'est le mélange de... C'est donc une couche colorée qui est faite de pigments, donc comme ça. Voilà, c'est vraiment des poudres. Hein. Et du liant qui ici va être la colle de peau de lapin. Et plus ou moins d'eau. Et si on veut avoir quelque chose de plus opaque, on rajoute une charge qui est du blanc de meudon. C'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça qu'une sculpture est très souvent à la fois polychrome et dorée. C'est parce que ce sont vraiment les mêmes techniques. Voilà. En fait, ça s'arrête. Oui. La pose de l'ocre, en fait, ce serait comme si on posait une polychromie. Sauf que là, on va choisir la couleur que l'on veut. Voilà, on va faire plusieurs couleurs. Et les polychromies sont aussi patinées. Parce que sinon, effectivement, ça serait un peu trop clinquant. Voilà. Donc, en fait, pour poser une feuille d'or, on a un coussin à dorer, comme ceci, sur lequel on va venir poser notre feuille d'or. On a un carnet de feuilles d'or, comme ceci, dans lequel il y a 25 feuilles, qui sont, je sais pas, quelques microns, qui sont intercalées entre des feuilles de soie. Vous voyez, là, vous la voyez? Oui. Voilà. On va venir la poser sur le coussin à dorer. Hop. Alors, il me faut ça. Il me faut ceci. On va la manipuler avec un couteau à dorer et la couper. La manipuler pour la retourner, la couper. On la véhicule avec une palette à dorer qu'on charge
en électricité. On vient prendre la feuille et délicatement la poser. Et elle adhère par capillarité, c'est-à-dire que je vais, hop, donc on incline toujours les objets qu'on va dorer pour que l'eau ruisselle vers le bas. Donc ça, hop. Donc on prend un pinceau. Voilà, il me faut un pinceau, il me faut ceci. Ceci, non. Et un appuyeux, une fois que ma feuille sera posée, je vais venir délicatement tapoter pour qu'elle adhère bien sur le support, pour l'aider à adhérer sur le support. L'or est toujours de la même couleur? Non, il y a différentes teintes d'or. Il y en a de nombreuses, oui. Et c'est de l'or à... celui-là, c'est 23 carats. Indien. Donc je vais déposer une feuille. Vous voyez. Donc là j'ai une feuille d'or sur mon coussin à dorer. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais venir la prendre et la faire l'étendre sur le coussin à dorer pour pouvoir couper un morceau qui va être un peu plus large que ceci. Et ce morceau, je vais le poser là. C'est là que, en général, on arrête de respirer. Et, voilà. Cécile. Donc en fait, on l'applique correctement sur le coussin à dorer pour pouvoir après la découper. Tout un peu, s'il te plaît. La caméra. Donc là, je l'ai tranché. Et donc là, j'ai mon morceau que je veux positionner ici. Donc, je prends... Ça, c'est ma colle qui est très très diluée. Il y a 10 fois 10 volumes d'eau pour un volume de colle. Et je viens bien mouiller la zone que je veux dorer. Alors à la fois, il faut qu'il y ait de l'eau absolument partout. Et en même temps, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau parce que ça crève la feuille d'or. Donc après, en général, quand il y a des creux, on prend un petit coton-tige et on absorbe dans les creux. Alors, là, comme c'est une partie sculptée, en fait, si ma feuille d'or est trop tendue, elle ne va pas pouvoir adhérer dans les creux. Donc je vais plisser ma feuille d'or. Après, je prends ma... Donc, elle adhère par... Ah, et je viens la poser. Je ne l'ai pas très bien posée. Je n'étais pas dans le bon sens. Et je viens, hop, faire adhérer ma feuille d'or avec mon appuyeux. Donc là, elle va sécher toute la nuit et elle va se retendre. Donc je ne peux pas vous montrer l'étape suivante
Donc le lendemain, en fait, on vient prendre un pinceau de soie, comme ceci, on frotte partout, donc tout ce qui n'a pas adhéré va s'envoler. On récupère les chutes d'or en fait en polychromie, on s'en sert pour faire les marbres quand on veut faire des, je me souviens plus, les marbres bleus, les lapis lazuli, il y a des petites parties d'or, on mélange, donc en fait on garde les chutes d'or et après on vient brunir et donc ça donne, le bruni c'est cet aspect-ci. Voilà. Donc là, en séchant, en fait, ça va tirer sur la feuille et elle va s'étendre. Donc voilà. Mais vous voyez, c'est ça. Il faut. Donc celle-là. Et donc là, en fait, j'aurais dû me mettre. J'ai pas fait attention. Faut que je me mette comme ça. J'étais du mauvais côté. J'ai même pas fait attention. Et donc, donc en fait, elle aurait dû être posée plus vers moi. Et on fait toujours ce chevauché de feuilles d'or. Voilà. Là, c'était mieux. Voilà. Et on continue comme ça. Et voilà. Bon. Alors en principe c'est comment ? Côté ? Non. Les deux côtés sont les deux côtés sont pareils. Les deux côtés sont identiques. C'est pour ça qu'on peut la faire voler. Et... Bon alors c'est pas. Voilà. Donc la théorie c'est ça. Bon après en principe on a plus de. Voilà. Et puis il faut être très au calme, pas du tout stressé. Donc les présentations, c'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait dans les bonnes conditions, mais ça vole très facilement en fait. Voilà. Et donc demain, c'est ça. Demain, toutes les petites parties. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse
utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.